Vaincre la pauvreté passe notamment par le commerce inter-État et pour ce faire, il faut lever les barrières pour construire une véritable union économique. L'intégration régionale à travers le développement du commerce et des transports est le thème autour duquel se sont réunis durant 3 jours à l'hôtel Azalaï, ici même à Cotonou, d'où nous tenons cette émission des experts et partenaires au développement. Quels sont les engagements qui ressortent en réalité de cette conférence annuelle de Cotonou? Pour en parler, je reçois sur ce plateau, ici à Azalaï Hôtel, le commissaire Christophe Joseph-Marie Dabiré. Vous êtes chargé du département du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération. À lui et moi, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'être là. Et juste à vos côtés, Dr Biogoura Soulé, vous êtes le coordonnateur du programme de libre circulation des produits agricoles en Afrique de l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà. Merci donc d'être là. Nous allons pouvoir faire le débat et revenir justement sur ces 3 jours que vous avez passés ici à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Juste derrière vous et derrière moi également, vous le constatez si bien, des experts venus de différents pays de la sous-région qui tout à l'heure auront également le temps de pouvoir s'exprimer et nous dire réellement ce qu'ils ont pu retenir de cette conférence annuelle, la 5e de cette alliance que vous aurez d'ailleurs le temps de présenter tout à l'heure. Et en parlant de cette alliance, que représente réellement cette alliance dans la sous-région, je vous invite très rapidement à suivre cet élément, on revient juste après. Malgré les nombreux protocoles signés pour faciliter les échanges intracommunautaires par les différents États membres de l'UEMOA et de la CEDEAO, de nombreuses barrières persistent. C'est pour interpeller les décideurs politiques et administratifs sur la nécessité de respecter les protocoles déjà adoptés et formuler des politiques favorables à la promotion des échanges commerciaux que cette plateforme de dialogue est initiée par l'Alliance Borderless. Le nouvel accord de l'OMC sur la facilitation des échanges devrait être un outil pour les pays en développement pour réduire les coûts, les délais et les procédures dans les transactions commerciales. Il apparaît donc crucial pour nos États de s'approprier cet outil qui prône la modernisation du commerce à travers notamment la mise en place des guichets uniques au sens large du terme, car ils peuvent être portuaires, douaniers, ou destinés à la création des entreprises à moindre coût et surtout dans des délais bénéfiques pour les opérateurs économiques. Le manque de fiabilité des opérations portuaires, le mauvais état des infrastructures routières, le temps des séjours des marchandises au port et la traversée des frontières qui restent relativement longs sont autant de dysfonctionnements à améliorer. Promouvoir la gestion coordonnée des frontières et garantir une interconnexion des systèmes douaniers sont entre autres des initiatives modernes de développement du commerce et des échanges. Nos États doivent inscrire ces stratégies dans leur plan de développement pour les prochaines années, dans la mesure où elles contribuent à différents égards au développement économique et à l'accroissement des flux commerciaux et des transports. De cette assise, nous voulons qu'on nous dise désormais, si vous avez parcouru une distance de 100 km, vous pouvez avoir un poste de contrôle. Et si vous voyez ce poste de contrôle, c'est juste pour le contrôle. Et le contrôle ne peut pas dépasser 5 minutes. Et il faut aussi que les moyens de transport, c'est-à-dire nos moyens de travail, le matériel roulant, il faut tout faire pour nous acquérir de nouveaux moyens. Nos moyens que nous avons sont des moyens dépassés. Cette conférence annuelle de l'Alliance Borderless offre une plateforme de partage de connaissances et d'expériences, des opportunités de plaidoyer et de mise en relation d'affaires. Retour donc sur ce plateau. 3 as vont meubler, mesdames, messieurs, ce forum que nous animons donc avec des experts de la sous-région. Nous allons, en début de cette émission, faire un état des lieux du commerce et du transport dans la sous-région. Nous allons ensuite évoquer les difficultés auxquelles donc justement sont confrontés les experts et les pays. Et nous allons ensuite, en dernière partie, revenir sur les engagements qui ont été pris donc à l'issue de cette 5e conférence annuelle. Je me tourne d'abord vers vous, commissaire Christophe Joseph-Marie Dabiré. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux aujourd'hui du commerce et du transport dans la sous-région?
D'abord, je voudrais vous remercier et revenir un peu sur le thème de cette conférence pour dire que la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux constitue le socle sur lequel se bâtit l'intégration régionale de manière globale. Effectivement, libre circulation des personnes, des biens, c'est en rapport avec le développement du commerce et le développement du transport. Les hommes, ce sont eux qui sont à la base du commerce. Les transports, ce sont les moyens qui sont mis à la disposition du commerce pour pouvoir se développer. Donc, de ce point de vue, c'était une conférence extrêmement importante et je crois que les recommandations qui vont sortir de cette rencontre-là nous permettront d'avancer. Alors, pour ce qui concerne l'état des lieux au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme vous le savez, qui regroupe 8 États membres, et lorsque cette union a été créée en 1994, le commerce intracommunautaire entre les pays membres de l'UEMOA était autour de 6%. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 12%. Et si on ajoute le commerce informel à travers les frontières, nous arrivons à 16%. Ce n'est pas beaucoup parce que nous avions prévu d'aller jusqu'à 25% d'ici 2020-2025, mais les 25% sont difficiles à atteindre du fait que le développement du commerce connaît un certain nombre de difficultés liées non seulement à la production, mais également aux entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace. Mais néanmoins, on peut dire qu'il y a des motifs de satisfaction dans la mesure où nous constatons que les choses avancent dans la bonne direction depuis que nous avons adopté le schéma de libéralisation au niveau de notre espace et depuis que nous avons adopté également le tarif extérieur commun le 1er janvier 2000, tarif extérieur commun que nous avons appliqué pendant 15 ans au niveau de l'espace UEMOA et depuis le 1er janvier 2015, comme vous le savez, le tarif extérieur commun de la CEDEAO est rentré en application, élargissant les frontières de notre union douanière, puisque l'union douanière a été constituée au niveau de l'UEMOA depuis 2000 avec l'adoption du tarif extérieur commun entre les 8 États membres. On a élargi ces frontières-là aux 15 États membres de la CEDEAO depuis le 1er janvier 2015. Évidemment, la mise en œuvre du tarif extérieur commun n'est qu'à ses débuts et on ne peut pas parler d'une union douanière effectivement constituée entre les 15 États, mais progressivement, nous comptons y arriver et je crois que ça devrait permettre d'améliorer le niveau des échanges commerciaux à l'interne. Les choses évoluent, mais cependant, vous avez notifié un certain nombre d'obstacles auxquels vous faites face. Docteur, quels sont ces obstacles aujourd'hui qui freinent, je dirais, le développement du commerce intra-régional? Bon, comme l'a dit le commissaire, je crois que les obstacles sont nombreux. Oui. Mais peut-être il faut bien situer la position de l'Afrique de l'Ouest dans le commerce mondial d'abord. Nous sommes comme un nain du commerce mondial. Ça veut dire? Un nain, ça veut dire que nous ne participons que pour environ 0,4% du commerce mondial. Donc, on a intérêt à promouvoir au moins le commerce intra-régional. Et je crois que les institutions d'intégration régionale qu'on a aujourd'hui, que ce soit l'UEMOA ou la CEDEAO, ce que les populations attendent en premier lieu, c'est que ça constitue un espace économique fort où ils peuvent au moins faire l'apprentissage de l'intégration dans le marché international. De ce point de vue, la situation n'est pas reluisante, même s'il y a des avancées. Et le commissaire l'a dit tout à l'heure, les perspectives telles que les politiques qui ont été mises en place, que ce soit dans le cadre du schéma de libéralisation de la CEDEAO, qui est censé être terminé en 2003, ou de l'union douanière de l'UEMOA, qui est déjà terminée depuis 2000, les perspectives, les pronostics de développement de commerce qui ont été prévus n'ont pas été atteints. Parce qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui n'ont pas été à la base. Pendant longtemps, vous voyez, on avait un secteur privé squelettique, qui était seulement de grandes entreprises multinationales, qui eux autres voulaient transformer quelques matières premières pour aller vendre sur le commerce international, sur le marché international. Ça a complètement extraverti notre commerce. Mais depuis que les schémas de libéralisation, un certain nombre d'instruments de politique régionales sont conçus et mis en place, on sent que le commerce commence à démarrer. Mais ça démarre timidement. Timidement parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure. C'est plus facile d'importer du maïs d'Argentine, de la viande du Brésil,
que de l'importer du Nigeria vers le Sénégal. Les coûts d'approche sont excessivement élevés, très élevés. Donc vous ne serez jamais compétitif. Donc le problème des infrastructures, c'est un problème crucial qu'il faut résoudre. Dans tous les pays. Dans tous les pays, et l'interconnexion entre les pays pour qu'on ait une véritable intégration. Sinon, vous avez quelques poches d'échange dans des zones, arrimées au Nigeria, arrimées à la Côte d'Ivoire, arrimées au Sénégal, mais pas une forte intégration. C'est très difficile aujourd'hui si vous trouvez un opérateur économique qui vous dit « Moi, j'ai un marché au Sénégal, du Bénin, que je satisfais de façon régulière. » C'est très difficile. Il va être buté à des problèmes d'infrastructure. Ça, c'est des problèmes structurels. Mais d'autres problèmes sont venus s'ajouter. C'est les problèmes monétaires et qui posent d'énormes problèmes de paiement. Si vous êtes à l'intérieur de l'UEMOA, c'est plus facile. Mais lorsque vous sortez, que vous venez commercer les gens de l'UEMOA avec le Ghana ou avec le Nigeria, vous vous arrêtez au problème de paiement. Quelles que soient les méthodes qui sont développées aujourd'hui, ces problèmes, c'est important. Mais le problème le plus crucial que rencontre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les tracasseries, le long des corridors. Et ces tracasseries sont liées, comme l'a dit le commissaire, aux tests qu'on prend dans nos pays, des tests qui, en premier lieu, sont destinés à conforter les politiques nationales, soit parce qu'on doit faire face à une crise alimentaire, des problèmes de sécurité, ou à des nécessités d'engranger des recettes fiscales. Et lorsqu'on les met en place, il y a des travers dans leur application et ça crée des taxes illicites, des contrôles illicites, des pertes de temps et ça renchérit les coûts de transaction. Bref, ça ne permet pas au commerce de se développer. D'accord. Donc, entre autres obstacles, commissaire, il y a, comme le docteur l'a souligné à l'instant, le problème de l'application des tests. Mais pourtant, au sein donc de l'UEMOA et de la CEDEAO, il y a des mécanismes qui ont été pris, notamment la taxe préférentielle communautaire qui, justement, est mise en pratique. Oui, les textes sont pris au niveau de nos communautés et je voudrais dire que ces textes sont pris d'accord partie avec les États. Parce que les procédures d'adoption de nos textes vont des études de base réalisées par des consultants. Ensuite, nous passons par le comité des experts constitué par les experts de chacun des États. Ensuite, nous allons au niveau des ministres, le conseil des ministres techniques. Lorsque nous parlons du commerce, ce sont les ministres du commerce qui se réunissent pour valider les textes que nous devons soumettre à la décision des structures chargées de la décision au niveau de nos différentes communautés. Au niveau de l'UEMOA, c'est le conseil des ministres statutaires qui prend la décision. Au niveau de la CEDEAO, c'est le conseil des ministres des Affaires étrangères qui valide les décisions qui sont prises par les ministres techniques. Donc voilà un peu le mécanisme. Ça veut dire que nos textes, c'est en accord avec les États que nous les prenons. Et donc, dans l'application, on ne devrait pas avoir de difficultés majeures dans la mesure où les États, les administrations sont parties prenantes des différentes décisions. Malheureusement, on constate qu'il y a des difficultés. Pour ce qui concerne le tarif préférentiel communautaire, comme on a eu à vous l'indiquer déjà, c'est un mécanisme d'agrément des produits manufacturés dans notre espace. Parce que nous voulons qu'au-delà des produits du cru, c'est-à-dire les produits de l'agriculture, de l'artisanat, de l'élevage, qui sont considérés comme étant des produits de notre nature ou des produits de l'ingénierie de nos artisans, que ces produits-là puissent circuler librement dans notre espace. Au-delà de cela, il y a les produits manufacturés qui nécessitent que l'on importe des matières premières de l'extérieur pour les façonner au niveau de notre espace, au niveau de nos différents pays. Et nous avons, heureusement, comme mon collègue vient de le dire, nous avons heureusement une catégorie de privés qui se mettent en place aujourd'hui et qui commencent à travailler de façon efficace dans le domaine de l'entreprise. Donc il faut importer des matières premières, des produits de consommation intermédiaire pour les transformer au niveau de notre espace et les mettre sur notre marché. Alors, nous disons que la taxe préférentielle communautaire permet à ces produits manufacturés-là de bénéficier de la clause d'origine, de bénéficier de l'agrément
pour pouvoir circuler également librement dans notre espace. Et pour cela, il faut incorporer 30 ou 35% de valeur ajoutée aux produits qui ont été importés pour leur façonnage au niveau de notre espace. Donc, ce mécanisme fonctionne très bien. Les États, aujourd'hui, à travers les ministères chargés de l'industrie, délivrent les différents agréments qui sont acceptés par l'ensemble des pays membres de l'UEMOA particulièrement et de la CEDEAO. Donc, quelque part, une harmonisation, je dirais, des tests est nécessaire dans les pays de la sous-région, naturellement, docteur. Oui, pour un ensemble de tests, je crois qu'il y a une harmonisation. Mais le problème n'est pas là. Lorsque vous harmonisez, ça veut dire que vous allez vers une compréhension commune et des pratiques communes. Okay. Mais pour des gens qui n'ont pas les mêmes niveaux, les mêmes aptitudes, et très rarement on voit que les pays n'ont pas les moyens de mettre à niveau ceux qui doivent soit contrôler ou ceux qui doivent appliquer. Un cas très simple, vous définissez une charge à l'essieu pour vous dire le camion de tel gabarit ne peut pas circuler dans l'espace régional. Mais aucun pays n'a le réflexe de prendre des mesures nécessaires pour mettre et ces camions et ces moyens de transport aux normes. Parce que ça revient excessivement cher. Et quand vous prenez votre camion, vous arrivez au Ghana, on vous dit est-ce que vous n'êtes pas en règle, mais ça devient une tracasserie. Mais il y a une règle, mais vous n'êtes pas en règle. Parce que vous avez besoin qu'on développe pour vous tout un ensemble de mécanismes d'adaptation, mais qui n'ont pas été là. Mais les règles sont là, donc c'est difficile de les appliquer pour un certain nombre de tests. Et ça fait qu'on est obligé de faire des concessions et il y a des distorsions dans la mise en œuvre et ça ne facilite pas l'harmonisation. Donc je crois que ça c'est un élément important qui font que même si le processus de définition de ces choix communautaires n'a pas impliqué le secteur privé de façon, notamment pour les anciens tests, il n'y a que, même au niveau des États, les concertations qui auraient dû avoir entre les différents secteurs ministériels n'ont toujours pas lieu. Il y a des tests qui sont prises, qui impliquent tel ministère, mais qui ne sont même pas au courant. Donc aujourd'hui, le problème réside plus au niveau des administrations. Au niveau des administrations, ils ne se concertent pas, il n'y a pas une cohérence nécessaire. Mais je crois que le plus important, c'est que le secteur privé, qui est la principale cible et le principal bénéficiaire des tests, parce que c'est eux qui font le commerce au niveau régional, que ce secteur privé développe une veille importante. Et c'est en cela que l'Alliance bordelaise quand même est bienvenue, développe une veille importante sur chacun des points les plus complexes, les plus précis possibles des tests qui sont pris au niveau communautaire pour que leur application ne rencontre pas les difficultés qu'on a aujourd'hui. Tant qu'on ne le fait pas, on prendra des tests. C'est après, quand on commence à les appliquer, qu'on voit leur complexité et qu'on ne peut pas les mettre en œuvre. D'accord. Alors, au cours de cette 5e conférence annuelle à laquelle vous avez justement tous participé, quelles sont justement les grandes résolutions qui ont été prises pour pouvoir réellement maintenant faciliter ce que vous espérez tant, commissaire? Non, nous, au niveau des différentes communautés, nous avons déjà tiré un certain nombre de leçons de l'application des textes et de leur harmonisation au niveau de notre espace. Et la première leçon que nous avons tirée, c'est qu'il faut de plus en plus associer ce qu'on appelle les acteurs du terrain. Nous travaillons beaucoup avec les administrations. Et lorsque nous demandons au ministère du Commerce ou du Transport de nous envoyer un expert dans le domaine du commerce ou dans le domaine des transports, bon, on nous envoie toujours l'administratif, le fonctionnaire, je ne vais pas dire le plus ancien dans le grade le plus élevé, mais enfin... Ce qui ne vous convient pas, c'est ça? Non, ça nous convient parce que nous demandons aux États de nous envoyer des représentants de l'administration pour pouvoir faire notre travail. Mais de plus en plus, nous commençons à spécifier la qualité des personnes que nous attendons pour le travail d'harmonisation, de production et d'harmonisation des textes. Donc vous exigez un profil. Exact, nous exigeons un profil. Et si je prends le cas par exemple du Code communautaire de douane, on aurait pu se contenter des douaniers. Mais depuis que nous avons commencé à réviser le Code communautaire de douane, nous avons fortement impliqué le secteur privé.
on a demandé à ce que les opérateurs économiques, les chambres de commerce, nous envoient des gens qui sont dans le commerce et qui peuvent nous aider à formuler des articles qui prennent en compte les préoccupations du secteur privé dans le code communautaire de douane. Donc, nous commençons à définir des profils et nous demandons aux administrations, envoyez-nous un spécialiste de l'administration chargé des transports, mais également, il faut que vous nous associez un spécialiste du commerce, un spécialiste des transports, mais venant du secteur privé. Donc c'est une manière pour nous de contourner la difficulté que vous avez évoquée, parce qu'effectivement, nous nous sommes rendus compte que l'administration à elle-même, à elle seule, ne peut pas résoudre les problèmes de facilitation des échanges au niveau de notre espace. D'accord. Alors, vous avez également parlé, je viens à vous dans un instant, vous avez également parlé de la modernisation des ports de la sous-région. Sur ce axe, qu'avez-vous décidé? Bon, vous avez vu que le premier panel a été focalisé sur ce qu'ils appellent l'efficience des ports. Okay. Au fait, ce qu'on a cherché à mesurer, c'est la performance des ports. Comment est-ce que le fonctionnement des ports peut vous permettre d'avoir des marchandises à des coûts pas très élevés de transaction. Et je crois que la principale conclusion, c'est de dire aujourd'hui que nos ports ont fait d'importants efforts pour se moderniser et surtout réduire les coûts et les faux frais. Mais on comprend, on continue de buter à un phénomène très important, le manque d'armateurs qui soient de la région. Ça fait que les coûts de fret sont toujours élevés. Et chaque fois qu'on s'efforce de moderniser les infrastructures, d'éliminer les frais, on constate toujours que les coûts sont toujours grevés par les coûts de fret, parce qu'on n'a aucune maîtrise au niveau régional. Il y a un projet régional de création d'une compagnie régionale de la CEDEAO de transport maritime. Bon, mais je sais que l'idée, c'est quelque chose de très cher. Et quelle est cette idée, justement? Non, l'idée, c'est de créer une compagnie comme il y a EcoBank, comme il y a Askai. Donc, c'est d'arriver à une compagnie régionale qui s'occupe du transport maritime pour l'ensemble de la région. Et là, on peut avoir affrété de très grands cargos. Ce serait donc une solution aujourd'hui au mal ça pourrait être une solution si on arrive à soutenir la concurrence avec les grands groupes privés. Hein. Ça, c'est pas gagné d'avance, mais ça pourrait être une solution. D'accord, je reviens à vous dans un court instant, juste le temps de prendre d'autres réactions des participants à cette conférence annuelle. Monsieur, bonsoir, vous allez vous présenter à nous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Moi, c'est Ali Hassan Babouni. Je suis le secrétaire général de Pétrans Bénin, entendez patronat des entreprises de transport de marchandises du Bénin. Moi, je suis un praticien. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Merci, je vais vous le dire tout de suite. J'ai mon camion qu'un opérateur de Niki me dit de lui donner pour qu'il puisse charger de l'acajou, produit à Niki. Je quitte Niki. Le temps de venir à Ndali, je rencontre un poste de douane. Il me demande qu'est-ce que vous avez chargé? Je dis c'est de l'acajou. Il dit donne-moi les documents. Quels documents? Il dit le certificat d'origine. Certificat d'origine? C'est produit à Niki. Ah non? Qu'est-ce qui prouve que c'est produit à Niki? Et les hostilités commencent comme ça. Au pire des cas, je dis bien au pire des cas, vous allez vous en sortir peut-être avec 50 000, voire 60 000 qu'il met en poche. À lui remettre. À lui remettre. Vous voulez que je vous dise? Dites-nous. Sans facture, sans reçu. Je quitte. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Je quitte. C'est moi-même la preuve. D'accord? Je quitte Ndali. Je viens à Parakou, le même manège. Bref, pour venir au port de Cotonou, pratiquement, on me prend 100, 120 000 francs. Alors que ce produit que j'ai transporté, à peine, je vais prendre 200 000. Dites-moi là, il y a intégration? Ça, je ne parle même pas d'intégration. Est-ce qu'il y a fluidité du commerce?
Si j'avais même pris le produit au Nigeria, je vais parler d'intégration régionale. C'est dans mon propre pays que je l'ai pris. Donc aujourd'hui, vous notez qu'il y a assez de faux frais et des barrières qu'il faut aujourd'hui lever. Il y en a assez. Et ce que je dis, ce n'est pas quelque chose qui est, disons, une préfabrique du Bénin. C'est l'ensemble dans la sous-région, nous avons ces mots-là. Puisque autant que nous sommes, nous les transporteurs, nous communiquons, nous échangeons. D'accord. Ça, c'est le premier aspect. Ça, je vais maintenant, prenons maintenant cette relation entre la CEDEAO vieille de plus de 40 ans et l'UEMOA vieille de 20 ans. Donc, sœur cadette. Il n'y a pas une harmonisation en tant que telle. Je vous en prie. Le commissaire le dira. Le commissaire, oui. Regardez. Prenons la charge là-dessus. Les tests de la CEDEAO disent que vous pouvez charger jusqu'à 40-45 tonnes sur un véhicule 3 essieux, ce que nous appelons communément 3 essieux. Au niveau du LUEMOA, nous on dit vous ne pouvez pas dépasser 35 tonnes. Dès que le transporteur nigérien va au Ghana, charge sa cargaison de cola pour traverser le Togo, le Bénin, il lui faut qu'on lui applique les textes de l'UEMOA. Il commence par crier Haro. Non, ce n'est pas ce que la CEDEAO m'a dit. Ça, là, je me rappelle bien, j'étais allé à une conférence au Ghana, à Accra, où le Nigérien s'est levé pour dire nous disons, vous pouvez charger 1000 tonnes pour amener chez nous. D'accord. Bon. Nous, dans le secteur privé, nous sommes déjà prêts. Mais l'administration, elle n'a qu'à revoir sa copie. D'accord. Merci à vous. Une autre réaction Mon nom, c'est Aladji Salami. Je suis transitaire transporteur et je travaille beaucoup au niveau des ports. Je faisais partie de Bordalès. Mais comme chaque fois il y a la réunion, j'ai refusé de venir à Bordalès. Parce que je leur ai dit qu'on ne peut plus continuer à faire des réunions. Et même le problème de Abidjan, le corridor Abidjan-Lagos là, je leur ai dit, quand vous regardez Abidjan-Lagos, la plupart de ceux-là qui sont là-bas, le secteur privé n'est pas impliqué. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons revenir à vous, commissaire, en attendant de prendre une autre réaction. Commissaire, vous avez été sur toute la ligne interpellé. Qu'est-ce que vous y répondez? Bien. Harmonisation. Par rapport à l'harmonisation des textes dont j'ai parlé justement à l'intérieur de cette harmonisation émission. des textes, c'est une réalité. La CEDEAO, comme vous le savez, a 40 ans, a plus de 40 ans maintenant. Et la CEDEAO était un secrétariat exécutif jusqu'à une date récente. C'est à partir de 2004 que la CEDEAO a été transformée en secrétariat exécutif chargé de mettre en œuvre un certain nombre de politiques sectorielles. Mais dès la création de l'UEMOA en 1994, l'Union s'est attaquée au problème des programmes sectoriels. Nous avons été à l'origine de la mise en place d'un certain nombre de règlements touchant l'organisation des secteurs économiques au niveau de notre espace. Donc nous avons pris un certain nombre. La première réglementation concernant la libre circulation des personnes, des biens et des services, c'est au niveau de l'UEMOA. Et la libéralisation des échanges, c'est depuis 1996. Et cette libéralisation des échanges est intervenue après au niveau de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, nous avons créé un secrétariat technique conjoint, nous avons un accord de coopération avec la CEDEAO et nous nous réunissons 2 fois par an pour remettre à plat l'ensemble des textes qui ont été pris, d'une part par l'UEMOA, et d'autre part par la CEDEAO. Mais pourtant, le problème qu'il pose est si palpable et si concret que ça. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, non, nous sommes en train de travailler dessus. Je prends le cas de la TVA. La TVA, c'est la question de la fiscalité intérieure a été réglée au niveau de l'UEMOA depuis longtemps. Aujourd'hui, tous les pays membres de l'UEMOA appliquent le même taux de TVA. Nous avons dit 18%.
Nous avons élargi la fourchette en disant 18-20% pour donner une certaine flexibilité aux différents États. Mais nous avons dit 18% et c'est appliqué aujourd'hui au niveau de l'espace. Mais comme vous l'avez dit, le Nigeria a un taux de TVA, le Ghana a un taux de TVA. Ça, c'est au niveau, c'est les disparités au niveau de l'espace CEDEAO. Parce que si vous allez en Gambie, c'est autre chose. Si vous allez en Sierra Leone, c'est autre chose. Parce que cette harmonisation n'est pas encore arrivée au niveau de la CEDEAO. Si vous prenez le cas du taux d'inflation, au niveau de l'espace UEMOA, nous sommes à 3% de taux d'inflation dans l'ensemble de l'espace. Mais quand vous allez au Nigeria, vous êtes autour de 7-8%. Vous allez au Ghana, vous êtes à 10-13%. Donc, c'est pour dire qu'il y a des questions d'harmonisation qui se posent, mais je crois que l'adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO et la création de l'union douanière au niveau de la CEDEAO va nécessairement amener tous les États vers une convergence au niveau de la fiscalité. Parce qu'on ne peut pas continuer à travailler de façon disparate alors que nous appartenons à la même union douanière. Donc c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Oui, mais à cet effet, quel est le rôle que l'Alliance bordelaise joue à vos côtés? Non, l'Alliance bordelaise travaille à faire en sorte que toutes les entraves et tous les obstacles qui sont observés dans la libre circulation des produits puissent être non pas levés, parce que ce serait illusoire de croire qu'on va les supprimer, mais que ce soit réduit au strict minimum. Et c'est pourquoi... Donc on ne peut pas lever ces barrières. On ne peut pas les annihiler, on ne peut pas les supprimer totalement. Mais si vous prenez les espaces qui sont plus avancés que nous en termes d'intégration, ces barrières existent, mais c'est un combat au quotidien pour pouvoir faire en sorte que le nationalisme puisse disparaître au niveau des espaces communautaires. Si vous allez au niveau de l'Union européenne, vous avez vu le retour à la protection qui est en train de s'opérer. Si vous allez au niveau de l'Afrique de l'Est, qui est plus avancé que nous en termes d'intégration, le retour au nationalisme est en train de se faire sentir. Et en Afrique de l'Est, ils ont des infrastructures qui sont réellement adaptées à la libre circulation parce qu'ils ont des autoroutes qui relient les différentes capitales beaucoup plus facilement que nous. C'est pourquoi nous disons que nos administrations, nos gouvernements doivent travailler à créer des infrastructures adaptées à la libre circulation des marchandises. Parce que ce que vous êtes en train de dénoncer, les douaniers qui arrêtent par-ci, les policiers qui arrêtent par-là pour prendre 10 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, 50 000 francs, mais sur les autoroutes, ils ne peuvent pas se mettre sur les autoroutes pour arrêter un camion qui arrive à 150 à l'heure. C'est la même chose que nous sommes en train de faire au niveau du développement des infrastructures ferroviaires. Parce que nous disons que lorsque l'on aura réussi à relier Niamey à Cotonou par la voie ferroviaire et que les opérateurs économiques utilisent cette voie ferroviaire-là, ils n'auront plus besoin, ils n'auront plus affaire à des douaniers qui seront à certaines gares pour leur exiger un certain nombre de choses. Donc, il faut que nos gouvernements mettent en place des infrastructures adaptées qui nous permettent de lutter contre les pratiques anormales que nous constatons aujourd'hui. Et c'est extrêmement important et nous disons que c'est vers ça que nous sommes en train d'aller et nous travaillons à cela pour aider nos opérateurs économiques à résoudre les problèmes que nous sommes en train d'évoquer. Un complément, Dr Biogora? Oui, je voulais dire, pour les questions de tracasserie, il y a quand même du péri qu'il faut qu'on élimine, pour une raison très simple. Vous prenez un Béninois, le Bénin, vous prenez le Béninois, oui, a pris des engagements au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'UEMOA. Si un camion nigérien arrive ici et qu'il lui applique les tests de l'UEMOA, ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux. Parce qu'au même titre, le Nigeria est membre du même espace communautaire que lui dans le cadre de la CEDEAO. Donc il y a un problème très important qui relève à la fois soit de mauvaise foi des forces de contrôle, soit de la sous-information des opérateurs pour exiger ce qui est de leur droit. L'espace CEDEAO, qui intègre aussi les 8 pays de l'UEMOA, a un schéma de libéralisation avec un certain nombre de règles précises qui sont déjà là, qui ont certainement besoin qu'on harmonise avec l'UEMOA. Mais comme les deux espaces se superposent en principe, l'espace le plus grand, qui a quand même des règles qui s'étendent à tout le monde,
devait prévaloir. Mais comme on a les policiers, les douaniers qui veulent quand même tout le temps faire valoir un certain nombre de règles, s'ils savent que vous êtes Nigérien, ils vous disent non, ici, nous, on est en territoire de l'UEMOA, ils appliquent autre chose. Et ça, bon, face à la passivité des opérateurs qui ne se plaignent pas, ne savent pas où se plaindre et comment se défendre, donc ils sont obligés, surtout quand vous avez des produits périssables, donc de payer quelque chose et de partir. Donc c'est un problème à la fois de mentalité, d'information, mais aussi d'harmonisation des thèses pour qu'on ne puisse pas avoir sur une même table du douanier deux thèses qu'il peut faire prévaloir quand il veut. Donc l'autre chose, c'est que la problématique vient en fait plus au niveau des États. Non, ça c'est les États qui appliquent les règles. Le commissaire l'a dit tout à l'heure. Les thèses sont rédigées au niveau communautaire avec leur assentiment. Mais bon, comme on l'a dit, mais ça s'applique au niveau des États. Lui et moi, il y a une commission, ou bien la CEDEAO, il y a une commission à Abuja, mais ils n'ont pas de gendarmes sur les routes, ils n'ont pas de douaniers sur les corridors, ils n'ont pas de policiers pour contrôler la sécurité. C'est les États qui appliquent les décisions qui sont prises au niveau communautaire et auxquelles ils adaptent en fonction de leurs moyens au niveau national. D'accord, commissaire, très rapidement. Non, je voudrais dire que vous avez tout à fait raison, parce que l'UEMOA appartient intégralement à la CEDEAO. Voilà. Les ministres de l'UEMOA sont 8 autour de la table et les ministres le reste des ministres de la CEDEAO sont 7 autour de la table. Ce sont les mêmes ministres qui décident qu'au niveau de l'UEMOA, c'est 30 tonnes la charge à l'essieu. Ce sont les mêmes ministres qui sont autour de la table là-bas avec 7 autres qui décident que c'est 35 tonnes à la charge à l'essieu au niveau de la CEDEAO. Donc je crois qu'il faut que nos gouvernements prennent leurs responsabilités. Si nous adoptons des textes au niveau de la CEDEAO ou de l'UEMOA et nous estimons que ces textes-là sont bons parce qu'ils vont dans le sens de la protection de notre patrimoine infrastructurel, 30 tonnes à l'essieu, c'est parce qu'on ne veut pas dégrader nos routes. Alors, arriver à la CEDEAO, si un pays propose que ce soit 35 tonnes, on devrait pouvoir dire non, 35 tonnes, ça ne convient pas à la structure de base de nos infrastructures routières et ça peut contribuer à dégrader nos chaussées. Donc, nous avons décidé que c'est 30 tonnes. Nous demandons à ce qu'au niveau de la CEDEAO, ce soit 30 tonnes. Mais si les mêmes ministres vont d'un côté, ils adoptent 30 tonnes, de l'autre côté, ils adoptent 35 tonnes, mais ils ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes parce qu'en ce moment, comme on dit, le voleur s'introduit dans la faille. Oui, et la faille, c'est qu'il y a deux textes. Si ça m'arrange de dire vous êtes à 35 tonnes alors que c'est 30 tonnes, je vous prends 50 000 francs, mais je le ferai. Mais si c'est harmonisé et si les ministres prennent les responsabilités pour dire que ce sera comme ça, une fois pour toutes, je crois que ça peut permettre à tout le monde d'avancer. Je crois que les gouverneurs également vont pouvoir entendre votre appel. Je l'avais dit à l'entame de cette émission, docteur Bio Gourasoulé, du rôle justement de l'Alliance bordelaise à vos côtés dans la dernière partie de cette émission. Depuis que cette conférence annuelle a démarré dans les différents pays, c'est la 5e actuellement, de façon concrète, quels sont les résultats que cette alliance a pu obtenir et dont vous pourrez nous parler? Bon, j'aurais bien aimé que l'Alliance même soit là pour faire son propre bilan. Oui, je participe aux décisions, mais en tant que simple participant. Mais je peux dire que... Quel est le regard justement que vous portez sur... il y a quand même un acquis important. L'acquis important pour moi, c'est qu'ils ont créé un espace de dialogue et de concertation et de plaidoyer avec les décideurs publics. Je pense qu'aujourd'hui, le secteur privé a pris conscience qu'il représente le fer de lance du développement de cette région. Et que de ce point de vue, on ne doit plus laisser seulement aux décideurs de forger les instruments de politique, les mesures pour les mettre en application et qu'ils doivent s'impliquer. Et que pour qu'ils s'impliquent, il faut que ceux qui parlent, ceux qui doivent faire les politiques, sachent qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises, que ce soit des petites, moyennes ou de grandes entreprises. Et là, la naissance de l'Alliance bordelaise est considérée comme un acquis. Au point de vue opérationnel, si on peut, il y a eu beaucoup de résultats. Presque dans tous les pays, ils ont réussi
à faire enlever certaines taxes illicites qui, par exemple, si on prend le cas du Bénin, les Béninois percevaient la taxe statistique même sur les produits qui circulent dans la région, ce qui est anormal. Chose que l'Alliance bordelaise a pu faire lever. Et ça n'a pas été facile. Et ils ont aussi fait lever les droits sur les transits, qui étaient en contradiction avec les règles du commerce international. Donc ça, c'est des éléments très importants. Il y a plusieurs autres plaidoyers qui ont été menés au Burkina, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pour lever un certain nombre de pratiques anormales qui entravaient le commerce international. D'accord. Alors, on va prendre très rapidement une autre réaction juste derrière. Monsieur, vous allez vous présenter à nous et nous dire justement votre préoccupation. Ok. Je m'appelle Salim Maladé. Oui. Je suis président d'association et transporteur de profession. J'ai bien envie de vous demander, avant peut-être votre préoccupation, pourquoi les transporteurs justement ont du mal à respecter eux aussi la contenance, la tonne qui est prévue. Et voilà. J'allais parler de ça, mais il y a eu un bon développement là-dessus. Et nous, au Bénin, nous sommes le meilleur élève de l'application du règlement 14. Mais dommage, nous avons été les élèves qui sont meilleurs, mais qui ont été punis. Pourquoi? Parce que les autres ports qui n'appliquent pas le règlement 14... C'est quoi le règlement 14, justement, pour le citoyen lambda qui ne le connaît pas? Le règlement 14, c'est un règlement qui nous empêche de faire des surcharges, de respecter les poids selon nos routes, selon les huissiers. Bon, voilà. Les ports qui n'appliquent pas le règlement 14, les opérateurs économiques, les commerçants vont vers ces ports-là parce qu'eux-mêmes, ils veulent faire un bénéfice. Mais nous qui appliquons le règlement 14, bon, les marchandises nous échappent. Donc vous vous dédouanez, pour vous, vous n'êtes pas du tout fautif par rapport justement au poids des conteneurs. Non, le règlement 14, c'est une très bonne chose. Ça nous permet de respecter le poids, d'abord par rapport au silhouette de nos camions. Nous avons des camions vétustes. C'est de vieux camions, vous venez de le dire tout à l'heure, qui peuvent facilement endommager nos routes. D'ailleurs, c'est sur ce point-là que je voudrais me prononcer. Allez-y. Bien. Et on parle de développement du commerce et des transports, on parle de développement du transport sans regarder un peu la logistique de transport que nous utilisons. Les camions que nous utilisons pour le transport sont des camions vieux de plus de 25 ans. 25 ans, 15 ans. Et nous n'avons jamais rencontré, que ce soit les services de l'UEMOA ou bien les services de la CEDEAO, au moins qu'on nous doit une banque pour dire, vous transporteurs, allez à cette banque-là, vous aurez des financements pour renouveler votre flotte. On nous dit toujours que c'est une profession à risque, mais qui porte beaucoup dans le développement des pays, qui porte beaucoup sur l'économie. D'accord. Merci. Maintenant, je voudrais demander au doyen de l'UEMOA, est-ce qu'il n'y a pas, dans les tests de l'UEMOA, est-ce qu'il n'y a pas dans tout ce que l'UEMOA a comme instrument de travail, une page pour penser aux transporteurs, pour le renouvellement de leur parc? D'accord. Voilà. Commissaire, vous avez suivi justement ces interventions des transporteurs qui est revenu sur le poids justement de leurs camions. Quelle est la réaction que vous avez aujourd'hui par rapport notamment à ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir réellement aider les uns et les autres à pouvoir vivre mieux pour un commerce assez fluide entre les pays? Non, je crois qu'il y a deux aspects dans les différentes interventions. Oui. Le premier aspect, c'est le renouvellement du parc. Je crois qu'au niveau régional, je crois qu'au niveau régional, nous ne pouvons pas préconiser une mesure qui vaille pour tous les États. Je sais que ça relève de la politique nationale. L'organisation du secteur des transports, parce que, vous savez, c'est un volet extrêmement important aujourd'hui. Nos transporteurs ne sont pas suffisamment organisés. L'organisation du secteur des transports,
la nature des transports à faire, le transport en vrac, le transport en conteneur, etc., ça doit être réglementé au niveau de chacun des pays. Et le renouvellement du parc, je sais qu'il y a des gouvernements qui prennent des mesures de facilitation pour les opérateurs économiques pour qu'ils puissent renouveler leur parc de transport, soit le transport des fluides pour le carburant et autres, les camions citernes ou les camions pour le transport de marchandises. Donc ce sont des mesures à caractère national que nous ne pouvons pas réglementer au niveau, au niveau régional et demander à ce que tous les pays appliquent une réglementation à la matière. Ce que nous pouvons faire, c'est demander aux États, au gouvernement de prendre les dispositions pour permettre aux opérateurs économiques de pouvoir renouveler leur parc dans des conditions de rentabilité. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et maintenant, pour ce qui concerne le secteur bancaire, on ne peut pas dire que le secteur bancaire, on va vous orienter vers une banque de développement des transports pour que vous puissiez vous adresser à ces gens-là. Je pense qu'il faut laisser ça à nos gouvernants parce que ça relève de la subsidiarité. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne le problème de la charge à l'essieu, oui. Je suis d'accord avec le dernier intervenant qui dit que les opérateurs économiques, les transporteurs adhèrent à cette idée-là. Mais il faut qu'ils aident les communautés régionales et les gouvernements à faire appliquer cette réglementation. Parce que lorsque les donneurs d'ordre vous disent vous chargez au-delà de 35 tonnes, de 40 tonnes, parfois de 45 tonnes, 50 tonnes même, vous savez que ça va détruire votre outil de travail parce que c'est votre camion qui prend un coup et ça va contribuer à détruire le patrimoine national en termes de route. Mais il faut que vous puissiez avoir la capacité de résister. Mais dans cette affaire, c'est que nous privilégions toujours les intérêts et les avantages particuliers aux intérêts et aux avantages de la communauté. Voilà en fait la réalité. Les donneurs d'ordre, quand ils demandent de charger au-delà de 35 tonnes, c'est parce qu'ils savent qu'en transportant autant en une fois, ils vont gagner sur les prix. Mais justement sur ça, est-ce qu'il ne faut pas que vous réfléchissiez à quoi faire à l'endroit justement de ces donneurs d'ordre pour qu'ils puissent respecter les tests? Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas prendre des mesures coercitives vis-à-vis des donneurs d'ordre parce que je ne vais pas dire que nous ne les connaissons pas, mais au niveau régional, nous ne pouvons pas prendre des mesures coercitives en direction de ces gens-là. Ce que nous constatons, c'est que nous avons un règlement et nous avons demandé à ce que ce règlement soit respecté. Il faut que tout le monde se donne la main pour cela. Et les administrations doivent nous accompagner parce que les administrations sont d'accord sur la qualité de ce règlement. Charge à l'essieu, gabarit et autres. Maintenant, il faut faire en sorte que ceux qui ont le pouvoir de coercition, ce sont les gouvernements. Il y a des gendarmes, il y a des policiers, mais au lieu de s'occuper d'autres choses, ils devraient s'occuper principalement de ces questions et faire en sorte que ceux qui sont au-delà de la charge à l'essieu, qu'ils puissent payer les amendes, mais non seulement payer les amendes, que l'on déleste les camions pour revenir à la charge à l'essieu normale. Et c'est pourquoi nous sommes en train de placer à la sortie des ports des pèse-essieux. Voilà. Des pèse-essieux de façon systématique. Mais comme un intervenant a eu à le dire, on charge le camion à 30 tonnes dans le port, il passe sur le pont bascule, mais dès lors qu'il a franchi la barrière, en ville, il charge autre chose et puis il dépasse la charge à l'essieu en attendant de pouvoir atteindre le prochain pèse-essieu pour pouvoir se faire contrôler. Donc, toutes les astuces sont là et je crois qu'il faut que la conscience soit au niveau de tout le monde pour que l'on comprenne la nécessité d'aller dans la protection du bien commun. D'accord. Docteur Biogura Soulé, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais dans votre développement, vous avez parlé notamment du renouvellement des infrastructures, vous allez notamment parler, le commissaire également est revenu là-dessus, du chemin de fer. Aujourd'hui, quand le chemin de fer sera une réalité et que désormais la circulation sera encore plus fluide, que deviendront les transporteurs? Ça, c'est aussi une autre forme de transporteur. On est dans Je crois que le plus important, c'est de voir avec quelle infrastructure on a
les meilleurs gains. Je vais répondre à votre question. Pour moi, ce n'est pas un transporteur des transporteurs qui compte. Qu'il me pardonne. Oui, ce n'est pas qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui produit le plus de richesse à la nation. Quitte à tout faire pour que ceux qui sont chargés de gérer cette nation fassent une répartition équitable des gains. Oui, des gains. Si on sait aujourd'hui que transporter des marchandises de Cotonou jusqu'à Niamey, ce n'est pas les rails qu'on peut avoir les meilleurs prix et un gain important pour pour l'économie nationale, mais il ne faut pas hésiter. C'est ça qui va permettre au pays de se développer. Parce que même les transporteurs, il y en a qui ont de petits camions, d'autres qui ont de gros camions, autres. Mais il faut se poser la question de la rentabilité des infrastructures et surtout que la logistique profite au maximum à la nation et non à des individus. Si c'est à des individus, ça veut dire qu'on n'a pas, donc la mise en place des trains va définitivement régler le problème des charges. Moi, je crois que ça va régler les problèmes de tracasserie, ça va résoudre le problème des coûts de transport, les coûts de transfert, et qu'au finish, ça va permettre aux populations d'accéder à des produits générés soit localement ou importés du marché international à des prix accessibles à tout le monde. D'accord. Et ça, je crois que c'est une question fondamentale et pour laquelle il ne faut pas lésiner sur les moyens et autres. Voilà. Le débat est visiblement très intéressant. Nous aurons encore d'autres justement occasions pour pouvoir élucider cette thématique. Oui. En 45-52, en 1 heure de temps, on ne pourra pas tout dire. Bien évidemment, les plateaux de BB24 sont disponibles. Vous pourriez toujours venir avec l'Alliance bordelaise pour pouvoir justement discuter de cette thématique. Nous allons faire le dernier tour de table avant de conclure cette émission. Commissaire. Si nos gouvernements optent pour développer les chemins de fer, ils doivent également tenir compte de la nécessité de développer les infrastructures routières pour permettre aux opérateurs économiques qui utilisent les camions de pouvoir desservir. C'est-à-dire que c'est un peu comme la circulation sanguine, les artères et puis les veines. Les artères, ce sont les voies ferroviaires qui amènent le gros. Et puis, les veines maintenant se chargent de distribuer le reste dans l'ensemble de l'économie. Et ce sont les transporteurs au quotidien qui font ce travail-là. Donc, si les infrastructures sont bonnes et adaptées, le chemin de fer ne pourra que contribuer à améliorer les gains des transporteurs routiers. D'accord. Merci beaucoup, commissaire Christophe Joseph Marie Dabiré. Docteur Bio, vous allez conclure cette émission. Oui, bon, je crois que ce qu'on vient de dire, ça montre le rôle quand même des transports dans l'intégration régionale et la promotion du commerce. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que quand même pour maximiser les gains de cette région, qui a les taux de pauvreté les plus élevés au monde, on a intérêt à jouer sur les infrastructures qui permettent à un plus grand nombre de bénéficier des avantages. En développant le train, ça ne peut pas éliminer les transporteurs routiers par camion, comme ça ne peut pas éliminer les transporteurs même par, par mobilette ou par moto. Mais ça permettra quand même de rationaliser et de résoudre un certain nombre de problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Les problèmes les plus importants, si vous mettez des marchandises dans un train qui quitte Cotonou pour Ouagadougou, personne ne vous arrêtera en route pour dire de payer de faux frais. Mais si vous mettez les camions qu'on n'a pas d'autoroute, et avec de bonnes routes, quelle que soit votre bonne volonté, vous aurez toujours cette tracasserie. Il faut donc, pour qu'on puisse significativement résoudre la question de pauvreté, on opte pour des questions de transport, mais des questions de transport bien réfléchies, promues par nos opérateurs économiques, pour que ce soit un développement endogène et qu'on n'ait pas des taux de croissance qui ne soient pas inclusifs. D'accord, merci à vous, Dr Bio Goura-Soulé. Je le rappelle, vous êtes le coordonnateur du programme de libre circulation des produits agricoles en Afrique de l'Ouest. Vous étiez donc sur ce plateau au thème de cette 5e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise pour pouvoir donc vous prononcer justement sur les divers panels qui ont été abordés au cours de cette conférence. À vos côtés, le commissaire Christophe Joseph Marie Dabiré. Vous êtes commissaire chargé du département du marché régional
régional du commerce et de la concurrence et de la coopération à l'UEMOA. Merci d'être également venu sur ce plateau pour pouvoir partager avec nous vos expériences et les décisions qui sont prises donc, au sein donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Merci également à vous qui avez fait le déplacement. Le débat, il était très intéressant. Vous aurez encore, chers transporteurs, d'autres occasions pour pouvoir vous exprimer sur cette thématique. Merci d'être passé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Promouvoir l'efficience des ports en Afrique de l'Ouest, éliminer les barrières du commerce intra-régional et pouvoir financer réellement le commerce et les transports. Ce sont des objectifs de cette Alliance bordelaise. Merci d'être resté en notre compagnie. Vive l'Alliance bordelaise, donc vive le commerce intra-régional. Bonsoir chez vous.